On passe de caresses à des fellations, à des actes de pénétration et en fait, je contrôle plus rien. À cette époque-là, j'ai 12-13 ans. Ils me font boire beaucoup d'alcool, du whisky à l'apéro. Ils ont abusé de moi la veille du baptême, typiquement. Et je crois avoir calculé 300 abus sur les 3 ans. Bonjour, bienvenue sur Legend Story, je m'appelle Achille, j'ai 21 ans. J'ai été abandonné par ma mère très jeune et j'ai subi des abus sexuels pendant 3 ans. Et je vais vous raconter mon histoire sur Legend. Quand j'ai 10 ans, je perds mon père. Il a été malade pendant 2 ans et demi, 3 ans. Et j'ai coutume à dire que mon père, c'était un peu le pilier de la famille. Et donc, en fait, quand il meurt, toute la famille se délite petit à petit. Et ma mère, peut-être sous le coup de l'émotion, part de la maison et traîne avec des hommes. Donc, au début, elle part un soir, puis 2, puis 3. Et en fait, au cours de l'hiver 2015-2016, elle est constamment absente. Elle passe de temps à autre nous déposer des sacs de courses sur la table. Et avec mon frère, on se prend en charge. Donc moi, j'ai 10 ans. 10 ans et demi, et mon frère en a 15. Un vendredi, elle vient à la maison, pour une fois, et elle me dit « Fais un sac et je t'emmène ce week-end chez son nouveau copain ». Enfin, que j'avais déjà vu, j'y étais déjà allé quelques fois. Et donc, je prépare un sac pour le week-end. Et on arrive et elle va au collège m'inscrire dans le nouveau collège dans la Somme. Et le mardi suivant, je suis en salle de maths à 8 h dans un nouveau collège où je connais personne. Et en fait, j'ai pas été prévenu de ça. Je pars le vendredi en pensant que le lundi, je retournerai dans mon collège avec mes copains que je connais depuis toujours. Et non, on balaye tout ça et du jour au lendemain, je me retrouve dans un endroit où je connais personne, quoi. En réalité, avec lui, au départ, ça se passe relativement bien. On a une bonne relation, enfin, rien de bien spécial. Et puis, en fait, au fil du temps, ça va moins bien se passer. Au collège, je me fais harceler parce que homosexuel, parce que j'ai pas ma langue dans ma poche, pour tout un tas de raisons. Et en fait, avec ma mère dans le même temps, ça devient compliqué parce que mon papa venait de mourir en fait 1 an plus tôt. Et c'est vrai que tout ça allait très vite, le changement de vie. Je me retrouvais vraiment perdu au milieu de nulle part, quoi. Et ma mère, pas de réaction particulière, donc je fais une première tentative de suicide. Bon, rien de spectaculaire. Je prends des médicaments, je vais au collège et je vais voir l'infirmière de moi-même en lui disant « je crois que j'ai fait une bêtise ». Et donc, elle appelle ma mère qui vient. Et en fait, ma mère, en public, elle est une mère aimante, Non, une mère normale, en fait. Et je me souviens d'une copine qui m'avait dit « tu vois, peut-être que ta mère, c'est pas parfait, mais ça se voit qu'elle t'aime, quoi ». Et en fait, tout ce qu'elle me faisait ressentir aux gens, c'est pas du tout la vie que j'avais au quotidien. Elle était pas tyrannique, mais elle était violente, elle était crue, elle avait la claque facile, ça c'est vrai, mais... Non, j'ai pas de souvenir de ma mère qui est affectueuse, qui me fait des bisous, qui me fait des câlins, qui me demande si tout va bien, qui s'inquiète pour moi. Tout ça, je connais pas. Et donc, avec mon beau-père, ça se tend beaucoup. Il est très injurieux parce qu'homosexuel, encore une fois. Et puis, moi, j'acceptais pas qu'on me parle comme ça, et surtout venant de quelqu'un... Enfin, il était rien pour moi, et mon père venait de mourir, et j'ai quelqu'un qui vient me dire ce que je dois faire. La seule personne... dont j'aurais accepté ça, c'était ma mère, et ma mère était très passive, en fait, comme si elle lui avait confié ce rôle-là. Et je me souviens d'une fois, à table, il me demande de débarrasser la table, donc je débarrasse la table, et d'un coup d'un seul, il me met une paire de claques. Et je me souviens de m'être retourné vers ma mère en lui disant « mais tu laisses faire ça ?» et en fait, elle n'a pas réagi. Et à ce moment-là, ça s'est vraiment, vraiment complexifié. Donc, j'ai refait une deuxième tentative de suicide en juin 2016. Et c'est à ce moment-là qu'elle appelle mon parrain. Alors, mon parrain qui n'est pas mon parrain à cette époque-là, c'est un ami de la famille qui avait été condamné dans les années 2000 pour des agressions sexuelles quand il était prêtre, avec qui elle avait renoué contact dans les années 2010 quand il est sorti de prison, et chez qui j'étais allé un peu petit avec mes frères et sœurs. Et donc, elle l'appelle en juin 2016. En lui disant voilà Michel, je n'y arrive plus avec Achille et je pense que vous réussirez à lui parler. Et du coup, je passe mon premier été chez eux.
Moi, je le connais depuis que j'ai 6 ans. Je le rencontre en 2009 chez lui. En prison, il rencontre quelqu'un qui a été, lui, condamné pour viol sur ses neveux. Et ma mère, pas du tout méfiante, elle nous laisse y aller le week-end avec mes frères, donc mes 2 autres frères. Et puis, en fait, quand je suis jeune, ces 2 messieurs sont normaux, enfin, des gens bien, sont tout rapport, pas de problème particulier. Et donc, je passe mon premier été chez eux. Je leur raconte ce qui se passe à la maison. Je leur dis que ça va pas. Et de toute façon, ils voient que ça va pas. Alors, quand j'arrive chez eux, c'est des gens éduqués, qui sortent, qui ont un réseau amical fourni, qui sont croyants, très croyants. Et donc, en fait, j'étais à ce moment-là en recherche de repères. Et surtout, j'avais besoin d'un cadre familial sain. Et je pensais le trouver chez eux. Je leur ai tout de suite donné ma confiance et je leur ai raconté tout ce que j'ai subi. C'est la première fois que j'ai des cadeaux. Ils me rachètent des manteaux parce que mes manteaux avec ma mère m'arrivaient au coude. Ils me rachètent des vêtements. Ils m'achètent du parfum. Ils m'emmènent dans des restaurants, dans des musées. On sort beaucoup. Ils m'emmènent avec eux sur leur chantier parce qu'ils sont devenus jardiniers paysagistes à leur compte. Et donc, je rencontre leurs clients avec qui ça se passe bien. Et aussi ce cadre affectif que je n'avais pas avec ma maman, surtout. Sauf que tu te rends compte que Michel et Pascal ont un problème avec l'alcool? Oui, Michel et Pascal ont un gros problème avec l'alcool. Alors, Michel, c'est quelqu'un de forte corpulence, donc l'alcool, il le vit bien. Enfin, il l'absorbe, mais bon, il n'est pas dans des états cadavériques, comme peut l'être Pascal. Pascal boit du whisky à la bouteille dès 8 h le matin. Quand il sert l'apéro, il se cache derrière la porte pour reboire la bouteille. Enfin, c'est vraiment, pour schématiser, ils achètent des bidons de whisky. Enfin, ils achetaient, j'imagine qu'ils le font encore. Ils achètent des bidons de whisky de 2,5 litres que Michel coupe à l'eau à moitié. Donc ça fait 5 litres, ils en achètent 2 par semaine. Ça, plus le vin, plus la vodka, plus tout le reste. En fait, quand j'étais chez eux au début, et c'est à ce moment que les abus commencent, ils me font boire beaucoup d'alcool, du whisky à l'apéro. En fait, je les suis complètement. Je les suis complètement. À quel âge? À cette époque-là, j'ai 12 ans, 2016, ouais, 12-13 ans. Donc je les suis et physiologiquement, un pré-ado de 13 ans qui boit autant d'alcool, ça le rend cadavérique, quoi. Enfin, franchement, ouais, c'était dur. Et en fait, avec Michel et Pascal, j'avais l'habitude de leur faire un câlin avant de dormir. Donc j'allais dans leur lit et on fait un câlin, je veux dire, on regarde la télé, on déconne. Je me souviens, des fois, on regardait les Simpsons, enfin des trucs, et on rigolait vraiment beaucoup. Et c'était un moment sympa avant d'aller dormir. Et il n'y avait vraiment pas de soucis à ce moment-là. Et au moment où ils commencent à me faire boire de l'alcool, ils deviennent vraiment bizarres et des caresses qui ne devraient pas. Et en fait, petit à petit, on passe de caresses à des fellations, à des actes de pénétration. Et en fait, je ne contrôle plus rien. Parce que l'alcool, parce qu'il m'apporte beaucoup. Et donc, j'ai souvent tendance à considérer que c'était un mal pour un bien. Et donc, je subissais en connaissance de cause, parce que je savais que ce qu'ils faisaient était petit à petit en train de me détruire. Mais qu'à côté de ce que je vivais au collège et avec ma mère, au moins, j'avais ce dont j'avais besoin. Et donc, c'est ça qui a été vraiment compliqué. Et donc, petit à petit, la relation avec ma mère s'est détériorée vraiment, vraiment beaucoup. Mon parrain et son compagnon ont continué à boire plus que de raison. Il y avait aussi parfois de la violence entre eux. Donc, ça m'est arrivé de me retrouver entre les deux. De 2016 à 2018, ça a été vraiment compliqué. Parce que moi, j'avais toujours le collège où c'était vraiment difficile, où une fois, on m'a attendu à la sortie et il y avait une petite meute qui m'attendait pour me casser la figure. Et donc, voilà, c'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et donc, avec ma mère, on ne s'entendait plus du tout. Mais en même temps, elle se rendait compte qu'ils étaient en train de mettre leur emprise sur moi. Et donc, elle n'a pas su gérer. Donc, la seule solution qu'elle a trouvée, c'était de restreindre les week-ends où j'y allais. Parce que j'y allais toutes les vacances et tous les week-ends. Et elle savait, ta maman, à ce moment-là? Ma mère ne savait rien de ce que je vivais. Je ne lui en parlais pas.
Et parce que, en fait, ma mère, je lui disais rien. Enfin, même quand j'avais des soucis au collège, je lui en parlais pas. Parce qu'en fait, dès qu'il m'arrivait quelque chose, les seules fois où je lui en ai parlé, c'était c'est de ta faute, qu'est-ce que tu as fait pour que ça t'arrive? Et donc, bon, non, j'ai subi en silence. Et de toute façon, en fait, comme ma mère était vraiment défaillante au possible, il n'y avait pas de possibilité. En fait, j'étais vraiment bloqué. J'ai vraiment pas de solution. Et dans ces moments-là, tu aurais aimé que quelqu'un intervienne? Des gens sont intervenus, des gens qui se rendaient compte que la relation dérivait vers quelque chose d'obscur. Les gens, certains se rendaient compte de quelque chose. Et en fait, mon parrain considérait que tout le monde en avait après lui, qu'ils n'avaient pas accepté son histoire judiciaire des années 2000. Et donc, il considérait qu'en fait, le monde était un peu contre lui. Mais son copain, pareil. Et donc, ils m'ont vraiment élevé dans ce schéma où, en fait, on est seul contre le monde. Et du coup, je les ai suivis là-dedans. Et donc, en 2017, quand un prêtre fait un signalement, je me retrouve convoqué en gendarmerie avec ma mère. Et donc, le gendarme me dit, il me demande la teneur de nos relations, me demande comment ça se passe avec eux, s'ils sont gentils, etc. Et il me demande si, justement, il se passe quelque chose de nature sexuelle avec eux, alors que ça faisait déjà... 2017, ça faisait 1 an qu'ils abusaient de moi. Et en fait, je l'ai regardé, je lui ai dit, non, il se passe rien, ils sont gentils avec moi, pas de souci. Et j'aurais pu saisir l'occasion de dire, oui, il se passe quelque chose et que tout s'arrête. Et en fait, il m'apportait tellement, et en fait, j'étais tellement bloqué que j'ai rien dit. Et j'étais limite convaincu de ce que je racontais, alors que je savais au fond de moi que je racontais n'importe quoi. Et donc, après, ma mère, elle a pris ça comme... puisqu'en gendarmerie, j'ai rien dit, je pense qu'elle s'est dit, finalement, il se passe vraiment rien et pas de souci. Aujourd'hui, c'est un sentiment, pas de culpabilité, parce que j'ai pas à m'en vouloir, mais de me dire, j'avais l'occasion de dire quelque chose, ça se sera arrêté tout de suite, et en fait, non. Après le signalement et ma visite au commissariat, je retourne régulièrement chez mon parrain. Les abus continuent. Sur un week-end type, donc j'y vais vendredi, samedi, et il me ramène le dimanche. Il y a des abus le vendredi et le samedi soir, quoi. Donc on multiplie ça par le nombre de week-ends, et quand j'y suis en vacances, c'est tous les jours, parfois 2 fois par jour. Parfois c'est l'après-midi avec Michel quand on fait une sieste ensemble, parce qu'au début je faisais ma sieste avec lui. Et ensuite c'est le soir, c'est des trucs... parfois il se met à pleurer en plein milieu en me disant « non, mais je sais que je te fais du mal ». Puis moi je le rassure en lui disant « mais non, t'inquiète pas, machin ». Et en fait je prenais beaucoup sur moi. Parce qu'en même temps il me faisait voir une facette 2 très fragile, en fait. Et en fait, je savais que ce qu'ils faisaient était mal, et en même temps, je me disais, c'est peut-être leur façon de m'aimer. Et comme j'avais pas d'amour maternel plus que ça, je me disais, ouais, c'est leur façon de m'aimer, c'est super maladroit. Mais en même temps, une fois, en fait, ma chambre était dans leur bureau. Et donc, Pascal était sur son ordinateur le matin pendant que je dormais. Et puis, une fois, il part en laissant son ordinateur allumé. Et moi, je suis une vraie fouine. Et donc, du coup, je vais voir dans son ordinateur. Et je vois qu'il est connecté à coco.fr. Coco, c'est un repère de gens malveillants qui ont des fantasmes assez curieux et même parfois à la limite de l'illégalité. C'est vraiment des trucs vraiment très spéciaux. Et donc je vois qu'il est là-dessus, sans savoir à cette époque ce qu'est Coco. Et donc je cherche, et en plus c'est très mal fait, comme si c'était vraiment nul. Donc c'est des salons où les gens discutent, c'est un peu l'ancêtre de Discord en illégal. Les gens discutent de sujets variés. Et donc je vois que Pascal, son surnom c'est Monsieur Pampers 22, en référence à la fameuse marque dont on connaît. Marque de couche. La marque de couche, effectivement. Et voilà, et donc en fait, il partage des photos de lui en couche-culotte. Sa photo de profil, c'est quelqu'un en couche-culotte. Et en fait, je comprends pas, et je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Et donc le soir, Pascal va se coucher assez tôt. Donc je vais voir Michel en lui disant, écoute, j'ai trouvé ça dans l'ordinateur de Pascal, c'est vraiment curieux, quoi. Et il me regarde vraiment abasourdi en me disant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui dis, mais quand même, c'est pas normal, c'est vraiment bizarre.
Et en fait, lui me laisse là-dessus et pas de réaction, comme s'il avait peur de ce qui pouvait se passer s'il lui en parlait. Et donc en fait, l'épisode se passe et quelques temps plus tard, j'envoie un SMS à Pascal en lui disant « Écoute, outre tes problèmes d'alcool qui sont vraiment problématiques tant au niveau de ta santé que dans nos relations, parce que ça devenait vraiment compliqué, je lui dis, je sais ce que tu fais sur Coco, je lui donne son pseudo, je lui dis voilà, je sais tout, pourquoi, et vraiment pourquoi. Et il me répond, c'est ma vie privée, je fais ce que je veux. Et en fait, je ne comprends pas, et je ne sais même pas comment les aider, en fait, parce que Pascal, quelqu'un de super fragile quand même, il a vraiment vécu une vie difficile. Et donc, je me suis dit, je vais peut-être essayer de l'aider, de l'engager dans un parcours de soins pour son alcoolisme, essayer de faire en sorte que ça aille mieux. Et en fait, non, ça ne fonctionnait pas. Il était vraiment pas réceptif. Et puis, il se mettait très en colère dès qu'on abordait le sujet de l'alcool. Et non, en fait, petit à petit, ça s'est vraiment, vraiment compliqué avec lui aussi. À ce moment-là, j'ai 13 ans, 13-14 ans. En fait, tout se passe entre le gros des abus et de l'histoire que j'ai avec eux se déroule de 2016 à 2018. Donc j'ai entre 13 et 15 ans. Toi qui es encore enfant pré-ado, tu veux sauver de l'alcoolisme? En fait, non, je pensais pas vouloir les sauver, mais en tout cas les aider. Je n'étais pas un super-héros, ça je le savais. Mais je me suis dit peut-être que du coup, si Michel parce que Pascal avait déjà fait des cures thérapeutiques et ça n'avait pas fonctionné. Et donc on en parlait beaucoup avec Michel de comment réussir à l'aider. Et moi je me suis dit, puisqu'il me considère comme son fils, peut-être que ça fonctionnera. Et bon, je vais essayer de lui en parler. Donc j'essayais de lui en parler et c'était vraiment, vraiment un sujet compliqué, quoi. En 2018, ça devient vraiment tendu avec ma mère et il n'y a plus d'issue. Donc avec mon parrain, on décide de déposer plainte. Il m'accompagne dans la démarche pour déposer plainte contre elle pour abandon et maltraitance. Et donc on fait le tour des commissariats parce qu'il connaît quelqu'un dans la gendarmerie. Et donc, je finis par déposer plainte contre elle. Donc, je suis emmené en foyer à Abbeville. C'est compliqué. La vie en foyer, c'est pas fun. Surtout que j'étais assez différent du public reçu, normalement. Et donc, j'ai souvent été pris à partie. On me volait tout ce que j'avais. C'était vraiment l'horreur. Et mon parrain venait de gré ou de force, autorisation ou pas, à Abbeville. Donc on allait parfois à la messe ensemble, il m'emmenait au resto à Abbeville. Donc à Abbeville, j'ai fait tous les restos possibles avec lui. Et donc il y a un moment où j'avais demandé à la juge des enfants d'avoir un droit de visite et d'hébergement chez eux pour pouvoir continuer à entretenir une relation avec eux. Ce qui est suffisamment paradoxal pour être souligné, parce que en fait, vu ce que je vivais chez eux, en fait, j'aurais dû me saisir de ce placement pour couper les ponts. Et c'était en fait une deuxième cartouche qui se vidait, c'est-à-dire que j'avais l'occasion de dire ce qui se passait avec eux, et je ne le faisais pas. Eux m'envoyaient un message matin et soir. Alors Michel, c'était très religieux. C'était limite une bénédiction. Tous les jours, matin et soir, il fallait que je leur raconte ma journée, qui je voyais, qui j'appelais. Ils m'avaient changé ma ligne de téléphone, donc c'est eux du coup qui étaient titulaires de ma ligne. Et en fait, au fil du temps, ils s'amusaient, si on peut trouver ça amusant, à vérifier mon journal d'appel tous les jours. Et donc parfois, ils m'appelaient en me disant tiens, pourquoi t'as appelé ta sœur autant de temps hier ? Et ils savaient mieux que moi ce que j'avais fait. Et en fait, j'avais trouvé ça dingue en leur disant je suis encore libre d'appeler qui j'ai envie, et voilà. Et en fait, pour eux, j'étais leur chose, et il fallait que je sois là dès qu'ils avaient envie, et il fallait qu'ils soient au courant de tout ce qui se passait dans ma vie, en fait. Je suis placé, et ma mère va écoper d'un stage de parentalité avec son conjoint. Donc c'était un stage qui durait 3 jours, payé à hauteur de 300 €, je crois, par personne. Et en fait, c'est tout ce qu'elle a eu pour nous avoir abandonnés, pour m'avoir empêché d'aller chez le médecin. Alors qu'elle était super, super négligente. Il y a un moment, elle va même te reprocher d'avoir payé ce stage. Oui, elle me reprochera plus tard d'avoir porté plainte, déjà, comme si c'était de ma faute. Elle va me reprocher d'avoir payé ce stage de parentalité. Elle va me reprocher d'avoir été placée. Elle considère en fait encore aujourd'hui, que j'ai demandé à être placée, que c'était un choix volontaire de ma part,
sans comprendre qu'en fait, la vie que j'avais avec elle était vraiment, vraiment compliquée et que il fallait que j'en sorte par n'importe quel moyen. Et donc, du coup, la seule issue, c'était la plainte et le placement. Mais le placement, je ne l'ai pas décidé. Je l'ai subi plus qu'autre chose, mais je ne l'ai pas décidé. Et donc, du coup, elle a accepté ce stage, elle l'a payé, elle l'a fait. Et donc, ça a évité les poursuites. Mais en fait, c'est une solution qui fonctionne dans des situations où les parents se rendent compte qu'ils sont maltraitants et où il y a un vrai travail de réflexion et où ils sont accompagnés pour essayer de guérir ce qui ne va pas chez eux. Sauf qu'en ce qui la concerne, elle a été défaillante avec tous ses autres enfants. Je ne suis pas le seul. Et elle continue à être toxique, alors que ça fait presque 8 ans que le placement a eu lieu. Donc en fait, je considère que c'est une erreur, mais qu'après, tout ça ne m'appartient pas. Donc du coup, en 2018, au moment du baptême, j'avais choisi mon parrain, qui devient maintenant mon parrain. Et donc, en plein milieu des abus, je décide de le choisir pour me guider spirituellement. Et pour l'anecdote, avec de gros guillemets, ils ont abusé de moi la veille du baptême, typiquement. Et donc à ce moment-là, Michel devient ton parrain officiellement. Et donc Michel devient mon parrain officiellement en avril 2018. Voilà. Et donc cette figure d'autorité s'accentue encore plus, et alors là, c'est vraiment... Donc après le placement, un an plus tard, la juge a autorisé à ce que j'aille chez mon parrain 2 week-ends par mois. Donc j'y suis allé 2 week-ends par mois. Ça s'est stoppé avec le confinement. Et puis pendant ce confinement, j'étais en appartement en semi-autonomie, donc j'étais seul. Donc j'ai passé mon confinement seul. Et donc ça m'a permis de mettre de la distance avec eux, de réfléchir sur leur façon de se comporter avec moi, et aussi de réfléchir à ce que j'allais faire en août à mes 18 ans. Et j'avais pris la décision de ne pas aller vivre chez eux à ma sortie de foyer parce que ça n'aurait pas collé. Donc à la fin du confinement, je rencontre quelqu'un à Lille, j'y vais, tout se passe bien, on se met ensemble et on emménage ensemble en octobre. Je trouve un petit job à Lille étudiant et je travaillais tous les week-ends. Et mon parrain m'appelle en me disant, voilà, on va se marier, d'accord, c'est dans 3 semaines, d'accord, et on veut que tu sois témoin. Mais là, c'était compliqué parce que mon CDI m'imposait de travailler le samedi. Le mariage était un samedi. Et donc moi, c'était pas possible techniquement d'y aller. Et tu voulais y aller à ce mariage ? En fait, j'avais à ce moment-là, avec eux, j'avais une relation normale parce que les abus avaient cessé. Je leur avais présenté mon copain. Donc oui, je serais allé à ce mariage et j'aurais été témoin s'il le fallait. Mais de toute façon, techniquement, c'était vraiment pas possible, quoi. Et donc, je leur explique que je viens de signer un CDI et que c'est pas possible, je peux pas être là. Et donc, je leur propose de le décaler à l'année suivante, au besoin, s'ils veulent vraiment que je sois là, et que sinon, ils trouvent quelqu'un d'autre, et que voilà. Et je me laisse pas faire, parce que ils ont vraiment influé sur toute ma vie, ils ont tout décidé à ma place, et à ce moment-là, j'ai dit stop, ma vie m'appartient, et je décide de pas venir. Et donc, ils m'insultent pendant une demi-heure, et je me fais traiter comme un moins que rien, je me rends pas compte de tout ce qu'ils m'apportent, de tout l'amour qu'ils m'offrent, de tous les sacrifices qu'ils ont fait pour moi, et moi, je suis même pas capable de venir à leur mariage. Qu'est-ce qu'ils te disent ? Ils me disent... Je suis passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, vraiment, j'ai tout entendu. Je veux dire, quand on veut humilier quelqu'un au possible, par reconnaissant... après, ils m'ont insulté, mais bon, on est sur YouTube, quoi. Donc, Et cet appel te fait un déclic ? Oui, donc en fait, je dis rien, je subis cet appel, et puis il y a un moment, je raccroche. Vraiment, mon téléphone tombe et je raccroche, et je vais dans mon lit, et je me mets en position fétale, et je m'effondre, vraiment, littéralement. Mon copain arrive, il me regarde, et il me dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, je le regarde, et je lui dis « Ils ont abusé de moi. » Et vraiment, c'est limite sorti... naturellement, ça m'a dépassé et c'est vraiment sorti spontanément. Et vraiment, il a été, il a eu un mouvement de recul en me disant mais raconte-moi. Et donc je lui ai raconté. Et au départ, je voulais pas porter plainte parce que je voulais pas briser la vie qu'ils avaient reconstruite après leur détention. Et moi, je m'étais dit j'ai subi. De toute façon, en ce qui me concerne, c'est fini. Donc terminé. Et donc mon copain me dit mais non, il faut absolument porter plainte, c'est important. Donc je me laisse quelques jours pour réfléchir et dans l'instant, je leur écris en leur disant voilà, j'ai tout raconté à Sidoine, tout ce que vous m'avez fait subir, j'ai tout raconté à Sidoine. Sidoine, ton copain. Sidoine, mon copain. Il me répond qu'est-ce que tu lui as raconté? Tu t'es encore fait passer pour une victime. Et du coup, Michel qui te dit ça. Michel me répond ça.
Et donc, on se comprend, on sait très bien de quoi il s'agit. Enfin, voilà, il n'y a pas besoin d'autre chose pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et donc, je lui réponds, on verra bien ce qu'en pense la justice. Et donc, je dépose plainte. J'ai plus de nouvelles d'eux. Juste après la plainte, j'appelle ma mère pour lui dire quand même. Parce que même si notre relation est particulière, je me suis dit, c'est quand même important de lui dire. Et donc, je l'appelle et je lui dis, voilà, il s'est passé ça avec Michel et Pascal. Et sa première réaction, ça n'a même pas été de pleurer ou de dire « Ah merde », c'est vraiment de dire « Ah bah, de toute façon, j'étais déjà au courant ». Comme si elle me disait « T'as été trop bête pour pas le dire, et moi, je le savais, en fait, je sais mieux que toi ». Et donc, ça a été assez violent parce que j'ai encore une fois pas eu d'empathie de sa part, elle n'a pas été là, ma mère, quoi. Et depuis 2023, c'est le néant complet. J'ai été auditionné au total depuis 2021 4 fois. Mes frères et sœurs et ma mère ont été auditionnés, mais ils n'ont rien rapporté au dossier puisque eux avaient connaissance de rien. Et puis j'attends. Il y a eu tellement d'abus qu'en fait, en dissocier un d'un autre, et c'est ça qui est compliqué dans la plainte, c'est de donner matériellement des choses. C'est pas évident, en fait, c'est un ensemble. Et je crois avoir calculé, alors c'est pas une science exacte, mais je crois qu'il y a 300 abus sur les 3 ans. Quand on cumule les vacances, les week-ends et toutes les fois où c'est arrivé, ouais, je crois qu'on est à 300. Donc aller isoler un abus d'un autre, enfin non, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et ils sont libres. Et ils sont libres, ils se pavanent partout, ils parlent de moi, ils s'estiment victimes du système une nouvelle fois. Et en fait, toutes les personnes qui ont pris ma défense, si on peut dire, parce que j'aime pas ça, parce que j'ai jamais demandé à quiconque de faire un choix, mais tous ceux qui ont pris ma défense, ils les ont rayés de la liste, et donc du coup, on n'a plus de contact commun, en fait. Voilà. Tu leur en veux aujourd'hui ? Est-ce que je leur en veux ? Oui, parce que il y a une partie de moi qui est détruite à jamais, ça c'est évident. Ça reste dans mes relations intimes, ça reste vraiment, vraiment compliqué. Et même ce sentiment de je suis seul contre le monde m'habite encore aujourd'hui. Mais dans le même temps, je considère que tout ça m'a permis de grandir un peu trop parfois. Et ça me permet aussi de réfléchir sur... en fait, c'est ce choc entre la violence de ce qu'ils m'ont fait subir et tout l'amour qu'ils m'ont apporté, ça permet de réfléchir sur la nature humaine et sur mes relations avec les autres. Je suis moins partial. Du coup, les choses sont pas blanches ou noires. C'est vraiment... tout est plus compliqué que ce qu'on pense. Et donc oui, ça m'a aidé. Donc ça m'a détruit, mais en même temps, ça m'a aidé. Et ce dépôt de plainte a vraiment, vraiment été libérateur, sans le penser, quand même. Et avec ta mère, tu as quelle relation aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, mes relations avec ma mère, c'est le néant absolu. Elle vit dans le passé, elle est méchante. Elle m'a dit non, des choses que je dirais même pas à quelqu'un que je déteste. Ma mère est ma mère, en fait. Je me suis fait avec le personnage, mais je veux plus qu'elle interfère dans ma vie. Je lui laisse plus de place pour m'atteindre et j'ai vraiment passé le cap de ça. Donc ma mère existe, je sais qu'elle existe, mais elle fait sa vie, je fais la mienne, et jusque-là, tout va bien. Alors le message pour ceux qui ont été victimes d'abus ou qui sont victimes d'abus, c'est de bien s'entourer, parce que l'entourage est super important, de trouver la bonne personne à qui parler et de ne pas avoir peur des conséquences si on parle, parce que c'est justement ça qui fait ne pas parler, et on s'en sort toujours. Alors je ne dis pas que c'est simple, j'ai eu une année difficile juste après la plainte. On en sort victorieux. Moi j'ai pris ma revanche, je ne me suis pacsé cet été, je suis étudiant en droit. Tout ça c'était pas acquis au moment de déposer plainte, mais en même temps, ça soulève une chape de plomb et ça permet de vivre et non plus survivre, parce que c'est pas une situation facile. Et je le sais, mais pour autant, c'est vraiment important de parler. Merci beaucoup Achille pour ton témoignage. Je t'en prie.